Bienvenue à vous qui écoutez le podcast, j'ai un truc à te montrer. Ce soir, je suis accompagnée du co-host du Petit Pédestre, Cédric. Co-host carrément. Bah ouais. Bah bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. Avec plaisir. Alors, ce soir, on va vous parler de mon réalisateur préféré, enfin d'un de mes réalisateurs préférés. On va parler de thrillers, de trucs glauques, on va parler d'un petit peu d'action, on va parler de technique, on va parler cinéma, on va parler de... David Fincher. Ouais, le boss du game. Ouais, le boss du game, c'est... Bah d'ailleurs, il a réalisé un film qui s'appelle The Game, voilà. Alors, Cédric, comment tu définirais le cinéma de Fincher ? Ouais, c'est du film en général, c'est des films à suspense. Ouais. Un peu des policiers, un peu la Agatha Christie. Moi, c'est les sensations que j'avais, par exemple, devant Seven. Comme quand j'étais petit, que je disais... le crime de l'Orient Express, ça m'a fait la même sensation de stress, de doute, de dire oh, putain, qu'est-ce qui se passe ? Pour moi, c'est ça, Fincher. Là où il est meilleur, en tout cas. Ouais, ok. Parce qu'il a fait d'autres trucs qui sont bien faits, mais on s'ennuie, quoi. Ouais, en fait, il est spécialisé dans le suspense, comme tu disais, le thriller. Et quand il fait autre chose, on s'ennuie. Et là, tu fais référence à quoi ? Benjamin Button. Non, ça c'est bien. Ça c'est vrai que ouais, ça fait pas du tout partie de ce que je disais, mais ça reste un bon film. Non, je pense à ces deux derniers, The Killer et Manque. J'ai pas vu Manque. C'est bien fait, mais on s'en fout, quoi. Ouais. C'est l'histoire du scénariste de Citizen Kane. Ouais. À part si tu sors de la Fémis, on s'en branle, tu vois. Bah, c'était le scénario de son père, à David Fincher, qu'il a adapté. C'était un peu en hommage à son père. Ah, c'est qui a écrit le script. My bad. Désolé David. Désolé David pour cette insulte. Non, mais c'est bien fait, hein. On s'en fout, quoi. Alors, bon, du coup, moi, pour revenir un peu sur le cinéma de David Fincher, pourquoi c'est mon réalisateur préféré ? C'est parce que quand je l'ai découvert, j'avais 14 ans. Et c'est lui qui m'a fait découvrir ce que c'était le cinéma. Et c'était un film en particulier, c'était Fight Club. Et ça a été un véritable électrochoc. Et j'avais l'impression que le film était imprimé dans mon ADN. Et genre, je le regardais tous les jours pendant des mois. J'ai acheté l'édition de DVD pour avoir tous les bonus, dont le commentaire audio de David Fincher. Et j'ai lu le livre, quoi. Et j'ai lu le scénario. Enfin, vraiment, j'ai eu une obsession là-dessus. Et ensuite, pour son cinéma en général... le cinéma de David Fincher, il est souvent décrit comme assez... alors, les termes qu'on va poser, c'est clinique, assez froid. C'est vrai qu'il va beaucoup recourir aux couleurs froides. Il y a une forme de technicité très aboutie dans son cinéma, dans le placement de la caméra, dans le montage, le numérique aussi. Ouais. La précision et le perfectionnisme, voire la rigidité. C'est un peu comme ça qu'on perçoit David Fincher. Rigide ? Ouais. Ah bah, en fait, il est connu... là, on va pouvoir un peu parler du perfectionnisme de Fincher, qui imprime son cinéma. David Fincher, pour remettre un petit peu de contexte, il a commencé à réaliser des clips musicaux pour Madonna, pour George Michael, enfin voilà, des choses assez influentes. Il a travaillé sur... les effets spéciaux. De Star Wars. Ouais, ça m'a bluffé quand j'ai su ça. Ouais. Il y a 10 minutes. Tu l'as découvert là récemment. Et il a réalisé des pubs. Donc il sait raconter une histoire en très peu de temps. Il fait des pubs. Ouais. Au secours. Ouais. Et c'est pour ça que je trouve que les génériques de Fincher sont assez particuliers. Il te raconte quelque chose... généralement de manière succincte. Ouais, dans les génériques de fin ? Non, dans les génériques de début. Ah, oui. De Fincher. Tu retrouves un peu ce côté... C'est de petites histoires ? Ouais, ou de quelque chose d'impactant. Tu vois, genre par exemple, le générique de Fight Club, c'est... on est dans un cerveau. Et du coup, on voit les connexions entre les neurones, tu vois. Ah, putain, j'avais jamais fait gaffe à ce genre de détails. Dans Panic Room... donc un film qui va se dérouler en huis clos et dont on va parler très longuement. Le générique, c'est l'extérieur, enfin c'est New York en fait, c'est vraiment les tours, c'est que l'extérieur et c'est vraiment pour te
tu vois tout cet extérieur et tu vas être enfermé après. Ouais, il fait un pas. Il y a un côté un peu assez étrange. Le générique de Seven où on a toute la psyché du tueur. Ouais. On le voit se cramer les doigts, enfin on le voit se raser les doigts, on voit son livre, on a accès, voilà. Et c'est fou. Et ça c'est stylé. dans The Game, c'est un film qui va parler des problèmes du personnage avec son père. Et du coup, le générique, c'est que des images d'archives de la relation avec son père. Enfin bref, c'est David Fincher. J'avais pas fait du tout attention à ces trucs-là. Ouais. Ah, moi, j'étais plus vraiment dans les émotions. Je suis beaucoup moins analytique que toi, par exemple. Mais c'est quoi les émotions, du coup, dans Fincher ? C'est pour moi, dans les meilleurs Fincher, ça va être... par exemple, dans Gone Girl, moi, tout le long, j'étais... accroché, agrippé à mon siège au cinéma et j'ai jamais été aussi estomaqué, on va dire, en sortant du film. Genre, vraiment, j'y ai repensé, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je viens de voir ? C'est marrant ce que tu décris parce que moi j'ai vécu la même chose avec un film où il n'y a pas tant de suspense ou quoi, mais c'est The Social Network, où tu restes un peu crispé. T'as ressenti de la tension interne. Ok. Ou même pendant Seven, où t'as aussi ce truc où t'es de plus en plus sidéré parce que t'es en train de voir... Et puis la fin... Ouais. La fin, qu'est-ce qui se passe ? On va vous parler de plusieurs films, du coup, on va pas parler de tous ces films parce que sinon ça durerait 5 heures. Du coup, on a choisi un peu les films dont on voulait parler. Est-ce que tu veux nous dire lesquels c'est ? Est-ce que tu te rappelles ? Alors, il y a The Game, Seven... Gone Girl, tu voulais parler de The Social Network, Fight Club, bah oui. J'ai failli oublier Fight Club au secours. Alors qu'en plus, j'ai fait une litanie en mode en plus, j'étais obsédée par ça. C'est un des meilleurs, donc... Ouais, c'est ça. Et Panic-Room aussi. Ouais, Panic-Room, c'est génial. C'est ça. Donc pour revenir sur le perfectionnisme à la Fincher, c'est... comme je disais, il fait partie de ceux qui ont une maîtrise technique la plus aboutie. Et en fait, moi, c'est marrant parce que il y a des réalisateurs qui ont aussi cette excellence. Et c'est Damien Chazelle avec Whiplash. Je sais pas si tu as vu ce film. Où je trouve qu'il y a un côté très clinique à la Fincher. Et notamment cette tension de thriller dont tu parlais, le suspense, qu'on ressent alors que c'est l'histoire d'un étudiant qui joue de la batterie, tu vois. Ouais, mais c'est peut-être dans le rythme aussi. Le rythme est vachement plus rapide dans Whiplash. Ouais. Alors qu'en général, c'est vachement plus lent chez Fincher. Il laisse le temps à l'intrigue de se placer. C'est vrai. Enfin, moi, je le vois comme ça. Dans Fight Club, c'est assez rapide quand même. Le rythme est... le montage est très... C'est des transitions, c'est assez... c'est très cuté. Ah ouais, je me suis un peu fait le rythme du début est assez... tu rentres tout de suite. Ok. Il se passe beaucoup de choses d'un coup. Oui, ça oui. Ah ouais, mais après, c'est pour... je pense que c'est pour éviter qu'on voit trop vite les indices... Non, c'est très dynamique, Fight Club, pour le coup. Okay. C'est un film plus dynamique, oui, c'est vrai que... Ou même The Social Network. Alors, pour revenir au perfectionnisme de Fincher, il est réputé comme étant terrifiant sur les tournages, parce qu'il exige de ses équipes des centaines de prises, parfois. Il y a une vingtaine de cascades dans les escaliers qui ont été réalisées pour Fight Club, et exactement 99 pour la scène qui dure 6 minutes de dialogue entre Zuckerberg et sa copine, Erika, dans The Social Network. Quel enfer. Ouais, 99. Et Jake Gyllenhaal a dit qu'il travaillerait plus jamais avec Fincher à cause de ça. Il était épuisé par ces longues répétitions là, de mêmes scènes sur le tournage de Zodiac. Bah, il fait chier, on s'en fout, donc prends sur toi, connard. Grave. Enfin, T'as la chance de travailler avec David Fincher, moi je me laisserais sadiser, il n'y a aucun problème. Il a raison de pas se laisser faire, moi si on peut avoir un truc comme Zodiac, moi je signe. Moi je re-signe, y a pas de souci. Toi t'as découvert quand David Fincher ? Dans mon adolescence, genre 14-15 ans, quand même ça, avec Seven. D'accord, ok. Et la scène finale, ça m'a... Ouais. Moi je connaissais déjà le twist quand je l'ai vu. Sérieux ? Ouais, mais je connaissais... Pareil, Fight Club, je connaissais le twist. Ouais, mais je connaissais tous les horrible. Twists. Ça me dérange pas d'être spoilé, moi. Je déteste ça, je sais pas comment tu fais. Ah, mais moi je cherche les spoilers, Pourquoi tu te fais ça ? Mais parce que tu te fais du mal, je suis masochiste.
Mais c'est pour ça que maintenant j'ai une politique stricte avant de voir un film, c'est que je vois plus de bande-annonce et je regarde jamais les synopsis pratiquement où j'ai le moins d'infos possible, donc j'essaie de plus faire ça parce qu'en effet, tu vois, ça déploie le plaisir. Vers la lumière, bah oui, évidemment, tu vois. Mais comme je suis rentrée moi un peu dans le cinéma où je connaissais tous les grands twists de l'histoire du cinéma parce que je parlais de cinéma ou je lisais sur le cinéma ou quoi, bah du coup je connaissais tout quoi, tu vois, avant d'avoir vu. Et du coup, ça t'a pas perdu ton Fincher, quoi. Non, moi j'ai découvert Fight Club, mais en fait ça a changé la neurochimie dans mon cerveau. La neurochimie, carrément. Ça a réagencé ma personnalité, quoi. Ton cercle de la récompense. Tu vois dans Inside Out, dans Vice Versa, là, oui. Les trucs de personnalité, là, les core memories, les trucs, ouais c'est ça, Fight Club. T'as un seul core memories, en gros, c'est celui-là, ok. Non, c'est le cinéma et ça a commencé par ça, tu vois. Ok. Donc Fincher a une petite part à côté. Ah oui, bah Fincher fait partie de ma personnalité, c'est ma photo sur Sens Critique, c'est mon icône sur Sens Critique et c'est mon nom sur Sens Critique. Tu t'appelles Fincher? Non, je m'appelle Fincher. Ah, Fincher. Voilà. Imagine, il te réclame des droits à cause de ces conneries. Non, je pense s'en fout. Ouais, je pense qu'ils sont bons à lui. Alors, est-ce que je peux faire une petite tangente technique? Fais tout ça t'intéresse? De Pythagore, fais ce que tu veux. Ok. Alors, là, moi j'ai un peu envie de parler de qu'est-ce qui fait l'unicité du cinéma de Fincher, et c'est la manière dont il va utiliser les caméras. Ok. Et du coup, il y a une vidéo de The Nerdwriter sur YouTube qui s'appelle How David Fincher Hijacks Your Eyes. Et en fait, ça explique que avec des travelling, mais aussi des bascules et des inclinaisons diverses et complexes, Fincher suit les plus infimes des mouvements de ses personnages. Il est obsédé par le domaine du comportement et sa caméra va s'ajuster au tempo du personnage, à ses moindres changements de posture. Et toute action, même imperceptible, va être précisément traquée. La caméra, elle embrasse la vélocité du mouvement, elle donne une impression de fluidité et de naturel. Il existe une connexion étroite, presque intime, entre le personnage et la caméra, qui engage le spectateur d'une manière unique. Il va répugner à utiliser le procédé de la caméra à l'épaule. Tu vois, dans Seven, il y a 5 scènes max avec caméra à l'épaule. La shaky cam, en fait, ça laisse place à l'erreur, et ça répugne Fincher parce qu'il est rigide et perfectionniste. Et les gros plans chez Fincher sont rares, mais toujours impactants. Et lorsqu'ils surviennent, le spectateur sait intuitivement que ce qui est en train de se passer à l'écran, c'est important, tu vois. Ouais. Pour la caméra, il aime l'idée qu'on ait la sensation qu'elle ne soit pas opérée par un humain. Il a dit ça c'est une de ses citations. Qu'il n'y a aucun mouvement non nécessaire. Il veut du clinique, du froid, de l'objectif. Je l'adore. Je l'aime. À partir de Zodiac, il a adopté la caméra numérique qu'il n'a plus jamais quittée. Et parce que ça avantage sa manière de travailler, parce que lui il multiplie les prises, et en fait au bout d'un moment, tu sais, il avait plus de pellicule, enfin voilà, ça manque, voilà, et ça c'est avec les nouvelles caméras, c'est résolu. Et puis il a pu faire des trucs qu'il pouvait pas faire, hein, comme le truc de la voiture. Hein. Dans Zodiac, exactement. Ça c'est Karim. Hein, donc c'est Karim Debache dans Chroma qui parle de ça. Donc ça permet à Fincher d'explorer le trucage numérique, un art dont il est maître, et on parlera du plan séquence dans Panic Room. Est-ce que toi, c'est des trucs que t'avais repérés, les mouvements de caméra? Moi, je t'ai dit, je suis purement dans l'émotion. Ouais. Ce que je ressens en regardant un film. C'est technique. J'essaie de m'y intéresser de plus en plus, maintenant que je regarde pas mal. Mais je suis encore très très novice pour repérer ce genre de choses-là, quoi. J'aurais pu voir la liaison entre mouvement du personnage et les caméras, mais j'aurais pas pu aller plus loin dans l'analyse, je pense. Et les couleurs ternes, ça j'avais repéré aussi. Après, pour remettre les choses dans leur contexte, j'ai écouté des heures et des heures de personnes parler du cinéma de Fincher. Enfin, ouais, bien sûr. Et j'ai pris des notes, etc. Donc c'est pas moi non plus qui ai analysé tout ça toute seule, tu vois. Je suis influencée par des personnes qui parlent de cinéma aussi. Ouais, bien sûr. Mais t'as pris le temps d'aller chercher ça parce que tu t'es posé des questions sur... Oui. Mais c'est des choses que j'avais remarquées, mais où je pouvais pas forcément mettre des mots dessus. Mais j'avais remarqué... Déjà, t'as déjà remarqué, donc c'est qu'il y a déjà un effort. Oui, je savais qu'il y avait un truc avec la caméra et que c'était... Et le mouvement. Ça, j'avais capté, tu vois. Ouais, j'ai pas pensé. Après, le truc qu'ils disent rigide... Moi, je trouve ça juste... C'est précis, quoi. C'est ça. C'est le truc qui est remarquable chez lui, c'est qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. Ah oui, c'est ça. C'est le perfectionnisme, encore une fois. Hein. Ouais, c'est ça. Mais je vois pas en quoi c'est froid et rigide, quoi. À part quand il raconte des histoires. Mais c'est l'histoire qui fait que c'est froid et... Quand c'est un policier... Les thèmes... Quand c'est un policier comme Zodiac ou Seven, forcément c'est froid, parce que...
Mais bordel, il y a des gens qui tuent, quoi. Tu vas pas faire un truc chaleureux en mode « Hey, salut mon pote !» C'est sûr. Viens, je te mets les menottes. Il vaut mieux éviter, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose de assez similaire dans le cinéma, par exemple, de Nolan, même si moi j'ai beaucoup plus d'émotions avec Fincher, d'un côté très distancié. Tu vois, c'est pas très charnel. Au cinéma de Fincher, c'est jamais vraiment sexy ou érotique, tu vois. Ouais, bah moi je trouve ça que c'est une bonne chose, tu vois. T'as plus de place à l'histoire et au personnage. Oui, mais ça manque de chaleur. On s'en fout de la chaleur. Ah, moi j'aime bien la chaleur. Non, mais après j'adore Fincher. Donc... Alors, moi j'aimerais bien parler de l'omniscience chez Fincher. L'omniscience. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui sait tout. C'est ça. C'est soit le spectateur. Bah non, le spectateur non, parce qu'on se fait avoir à chaque fois. C'est les méchants. Les méchants dans Fincher. Non, pourquoi pas? Oui, parce que Kevin Spacey dans Seven a cette forme un peu d'omniscience. Il est tout puissant. Ouais. Il a tout prévu de A à Z. Ouais. Il y a aussi ce côté tout puissant dans Millennium, de ce tueur-là qui sévit depuis des décennies et qui a 10 coups d'avance sur tout le monde. Oui, t'as un peu raison. Ok. Pareil, enfin bref. Alors moi je parlais plus de l'omniscience en termes de concept. Alors tu disais que du coup on se faisait avoir parce que le narrateur est non fiable. Ouais. Souvent, chez Fincher. Je pense à Fight Club, je pense à The Game, je pense à Je déteste être payé. Gone Girl. Me te faire avoir par Fight Club, c'est un truc que je regretterai toute ma vie. Ah ouais. Parce que quand tu le regardes, c'est quand même assez obvious. Mais t'as vraiment des flashs de Tyler Durden au début. Puis t'as des trucs genre la savonnette. Mais on va en parler, Pardon. quand on parlera de... Mais Mais donc du coup, alors, pourquoi il est obsédé par l'omniscience? Il dit qu'il aime cette idée que la caméra n'a pas de personnalité, donc c'est ce que je disais plus tôt, qu'elle n'est pas opérée par un humain, et qu'elle nous montre simplement ce qui se passe et ce qu'il est prévu fatalement d'arriver. Il y a ce côté du fatum, du destin, chez Fincher. Fatum. Le fatum, c'est, chez les Grecs anciens, c'est quand il y a une prophétie et qu'elle va être amenée à se réaliser. Malgré tout ce qu'on va mettre en place pour que ça n'arrive pas. Par exemple, Oedipe, ses parents ont essayé de le faire crever dans la montagne, et c'est ce qui a mis en place la machine infernale, donc ça c'est un truc qui a été repris par Jean Cocteau. C'est mes études en lettres modernes qui burst. Voilà. Et du coup c'est ça la fatalité du coup. Voilà. Ok, fatum, fatalité. Ouais, c'est ça. Ok. Je suis insupportable, j'ai envie de me claquer dans... Pourquoi t'as envie de te claquer? Parce que... C'est bien de m'amener un peu de culture. Ouais. Donc acquise grâce au mouvement de la caméra de Fincher, dont on a parlé plus tôt, mais aussi chez ses narrateurs, ainsi que sur l'alternance des points de vue entre plusieurs personnages. On a cette omniscience, tu vois. On a le point de vue de Ben Affleck dans Gone Girl, puis celui de sa femme. Tu vois, et ça nous donne cette forme d'omniscience. Dans The Social Network, avec le personnage d'Eduardo, on a le point de vue sur la création de Facebook par ce mec-là. Ouais. Et pourquoi? Parce qu'en fait, The Social Network, ça a été écrit par un mec, dont on parlera plus tard, qui a consulté Eduardo Saverin pour l'écriture du livre. Ah d'accord, du coup, le vrai Eduardo. Ouais. Putain, stylé. Voilà. Ouais, donc, il fait pas les choses à moitié, notre petit pote. Non, clairement. Alors, est-ce que tu veux qu'on parle des films en eux-mêmes? Des films en eux-mêmes, lesquels? Ouais, alors on peut commencer par The Game. Tu voulais parler de The Game? C'est pas celui que j'aime, mais... Ouais, alors moi pareil. Alors peut-être qu'on peut commencer par présenter la filmographie de David Fincher. Ok. On va commencer par Alien 3. Ouais. Ça a été catastrophique pour lui. Alors il arrive à Hollywood. Ça a été une expérience traumatique. Et quand il en parle, il dit qu'il s'est fait sodomiser dans les studios. Ouais, il a voulu renier le film. Il y a eu d'énormes conflits entre les producteurs et lui. Ça a été une expérience de souffrance. Ah merde. Donc le film, n'est pas... un peu comme David Lynch, tu sais, avec Dune, qui s'est fait emmerder. Et qui a pas vu ce qu'il voulait. Voilà, c'est ça. Donc, mais par contre, pour moi, c'est un bon Alien. Il y a des choses super... C'est pour ça que je suis choqué, parce que pour moi, c'est loin d'être un des pires, quoi. C'est même le dernier bon, à mon avis. Bon Alien. Ouais. Ouais, on va pas s'étaler, mais après, ça part un peu en couille, Ça part vraiment... C'est vrai. En couille. Il y a des gens qui aiment bien Alien 4, de Jean-Pierre Jeunet. Peut-être Jean-Pierre Jeunet. On l'adore. Dont on va reparler plus tard. Donc du coup, ensuite, il réalise The Game. C'est son deuxième. C'est vrai, c'est bien fait, mais il y a trop de trucs qui font pas. Oui, voilà, on sent qu'il est en train de s'exercer. Moi, je suis pareil, c'est un film inégal. Après, il y a des idées quand même graphiques, la marionnette, Sean Penn Unhinged. Voilà, on retrouve un peu les thèmes de David Fincher, la quête d'identité.
le fait, enfin voilà, les machineries complexes à l'œuvre, enfin voilà, on sent qu'il... Ouais, toujours aussi le cliffhanger Voilà, qui c'est revient. ça, les twists, voilà. Donc ensuite, en 1995, il réalise Seven. Donc Troisième film, ouais, putain, tu te rends compte. troisième film fait Seven. Alors, il est sorti en 1995, c'est un thriller avec Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow et Kevin Spacey. Le directeur de la photo de Seven, c'est Darius Khondji, qui a travaillé avec Jean-Pierre Jeunet, du coup. Sérieux? Ouais, Danny Boyle, Michael Haneke, Wong Kar-wai, Bong Joon-ho, James Gray, enfin vraiment c'est un Ah ouais, des le mec qu'il faut avoir chez lui, quoi. Et voilà, c'est ça. Et du coup, la photo, les couleurs, Ah ouais, c'est Est-ce que tu veux raconter l'histoire de Seven? Oula, je veux essayer, je veux bien essayer. On va faire simple, hein, un tueur qui s'approprie les 7 péchés capitaux, et chacun de ces crimes représente un des péchés. Et t'as un policier... Deux policiers. Deux policiers, effectivement. Brad Pitt et Morgan Freeman. Ouais. Qui mènent l'enquête. Donc on a un peu le jeune loup fougueux, interprété par Brad Pitt. Il est impulsif, il est brutal, il est un peu neuneux sur les bords. Et le vieux de la vieille. Et voilà, le vieux loup qui connaît tout. Il y a cette scène absolument sublime où il va à la bibliothèque faire ses recherches. Je sais pas si tu te rappelles. Et il est chiant, il met de la musique classique. Alors que t'as les gamins qui sont en train de regarder le foot et tout. Genre il est trop relou, Morgan Freeman. Et voilà. C'est trop beau, toi. Ce que j'adore dans Seven aussi, c'est évidemment, on en a un petit peu parlé, c'est le générique. Ouais. Avec c'est la musique de Nine Inch Nails. Closer, c'est un remix, donc c'est en plus un de mes groupes préférés. Donc c'est la première fois qu'il avait travaillé avec Trent Reznor qui a travaillé ensuite sur la musique de The Social Network, Millennium, Gone Girl, etc. Ah ouais. etc. Trent Reznor et Atticus garde les mêmes à chaque fois. Ouais, de Nine Inch Nails. Putain, lourd. Voilà. Donc ça c'est plutôt stylé. Alors pourquoi c'est bien Seven? Pareil, moi c'est les émotions, hein, toujours. Ça monte. Et ça explose dans un final grandiose et qui te laisse vraiment... Il te laisse sur le bas-côté en mode tiens, crève bâtard, ça te fait du mal, mais c'est du bon mal. Tu vois, et c'est quoi les émotions que tu ressens quand du stress, de l'incompréhension. T'es horrifié aussi par ce que tu vois, parce que c'est horrifique. Il y a un caractère c'est vrai très que glauque, surtout avec les corps. Ouais, c'est un peu... C'est très dark, c'est très sombre. Ouais, du bizarre même un petit peu, non? Un petit peu, ouais, des transformations des corps et tout ça, un petit peu sur les... Oui, il y a un peu du body horror. Ouais, un petit peu, trouve des éléments de ça. Surtout avec la gourmandise, c'est ça? Oui. Celui-là, il fait un peu spécial. Ah, mais tous, ils sont atroces, ces crimes. Ouais, mais comme ça, c'est celui qui... Et finalement, c'est les premiers sauts. C'est les premiers... Ouais, ça ressemble à chaque fois, c'est les victimes étaient coincées dans un test un peu psychologique, quoi. C'est pas plus vieux que ça, Saw? Saw, c'est les années 2000. Ah, le premier, je l'aurais mis un peu plus tôt. Non. Ok. Ah bah du coup, carrément, ça s'inspire clairement. On peut faire clairement le lien. J'ai jamais fait le lien, mais c'est très, très juste. Ouais. Et t'as aussi... Alors moi, ce qui me gêne un peu dans le cinéma de Fincher, mais ça, on va en reparler, c'est les personnages féminins. Ah ouais, parce que voilà, ça c'est la grande question qui revenait dans les podcasts que j'écoutais, c'est est-ce que David Fincher est le cinéaste de la virilité et de la masculinité? Et ça, peut-être qu'on pourra y répondre en réfléchissant ensemble. Mais c'est vrai que les personnages féminins jusqu'ici, donc on a Ellen Ripley dans Alien 3, mais qui est plutôt badass, plutôt cool. Bon, c'est vrai qu'elle est enceinte de l'alien, donc c'est un peu bizarre. Ouais, ça c'est idée. C'est vrai qu'elle perd aussi ses signifiants féminins, où elle se rase le crâne, voilà. Elle est quand même vue comme une proie, parce qu'elle arrive sur une planète où c'est des prisonniers, qui ont violé des gens, tué des gens et tout, et c'est la seule meuf, donc c'est un peu chaud pour elle. Non seulement elle a l'alien au cul, mais en plus elle a le patriarcat. Voilà. Dans The Game, le personnage féminin est très oubliable. Enfin, franchement, voilà, c'est une blonde. Et dans Seven, c'est vraiment, c'est la... c'est pas la manique pixie dream girl, mais c'est vraiment la bonne femme, soumise, douce. C'est l'archétype de la féminité de la housewife, tu vois. Ouais, ça sert à rien en plus dans le film. Bah, si, elle sert à être sacrifiée. Ouais, c'est ça, quoi. Ouais, c'est ça. C'est purement un levier narratif. Oui, c'est ça. Elle n'existe pas en tant que personnage, mais par contre, c'est
C'est ça, voilà, sa relation avec Brad Pitt, et c'est... Enfin, voilà, c'est moi, c'est... C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes marquantes. Mais dans Gone Girl, ouais, il se Ouais. rattrape un petit peu avec Gone Girl, mais sinon, c'est pas Jojo. J'ai réfléchi à ça, mais Et effectivement... son dernier film, là, The Killer, ça m'a énervée. Enfin, vraiment, j'ai pas pu. Le personnage féminin, où c'est juste la copine qui est là pour être tabassée, qui a genre 15 ans de moins que Michael Fassbender, et qui est en mode, ah, t'as trop bien fait, tuer tout le monde, je t'aime. Enfin, genre, c'est horrible, qui est à l'hôpital. Enfin, vraiment, encore une fois, c'est un levier narratif. Mais fais un effort, David. Enfin, là, tu vois que c'est un homme de 50-60 ans. Ouais, il peut pas être parfait. Mais ouais, effectivement, les femmes, on s'en fout un peu dans Fincher, malheureusement. On s'en fout. C'est triste. Non, bah, on va peut-être parler de Fight Club, sauf si t'as des choses à rajouter sur Seven. Allez voir Seven. Ouais, si vous ne l'avez pas vu. Ah ouais. On l'a spoilé, mais... Ouais, bah ouais, ça fait 30 ans là. Alors, sorti en 1999, Fight Club, adapté du roman du même nom de Chuck Palahniuk. C'est un roman. Ouais, de Chuck Palahniuk, qui a aimé l'adaptation d'ailleurs. Publié 3 ans plus tôt. Guillermo del Toro et Danny Boyle ont refusé de réaliser ce film. Ah ouais. Je suis très contente qu'il l'ait fait. C'est un peu bizarre avec Toro. Ouais. Le film a pour interprètes principaux Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter. Et le directeur de la photo, c'est Jeff Cronenweth. Et c'était son premier film. C'est vrai ? On peut Bien joué. Jeff Cronenweth, qui ensuite a réalisé la photo de Millennium, The Social Network, pardon. Alors au scénario, on trouve Jim Hulse, qui a travaillé sur un scénario originellement ne contenant pas de voix off, parce que c'était un procédé banni par l'industrie à l'époque, qui trouvait le concept éculé et banal. Et c'est Fincher qui a exigé que le film soit accompagné de la voix du narrateur, parce que ça permettait d'ajouter une touche d'humour, de sarcasme et des transgressions narratives. En fait, il y a des flashbacks, il avance dans le temps, il brise le 4e mur. Et du coup, ça a rajouté un petit punch et heureusement, merci David Fincher. Il peut faire ça. Putain, quel bon incompétent. Et ensuite, le scénario a encore été transformé parce que Andrew Kevin Walker, donc un autre scénariste, a rejoint le projet et Brad Pitt et Edward Norton ont écrit aussi. Et ils ont mis 1 an pour réaliser la version finale du scénario. Putain. Un très long procédé. Alors, c'est quoi l'histoire ? Oula. Sachant que j'ai un fallback. Oh, si putain. tu te souviens pas. Alors, c'est un mec qui s'ennuie, proche de burn-out au travail. Bon, il est carrément burn-out en fait. Il est insomniaque. Insomniaque, et il va rencontrer un jeune homme pimpant. Et ils vont s'aventurer dans un club de combat, donc le Fight Club. Et les 2 règles, c'est on ne parle pas du Fight Club. Et j'oublie la deuxième. On ne parle pas du Fight Club. C'est ça la deuxième. Ah oui, c'est les 2 The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Ah Second oui. rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. J'ai niqué la blague. J'ai niqué la seule blague du film. Non, il y en a plus rien. Et voilà, on suit l'aventure des 2 Toto. Ouais. Donc alors, le personnage d'Edward Norton nous est présenté, il est blafard. Ouais. Dans un environnement vraiment où tout est aseptisé, il est au bout de sa vie. Ça peut être victime aussi, non ? Oui, il est très soumis. Ouais. Alors, il est très soumis notamment au capitalisme. On a cette scène incroyable où les effets numériques sont bluffants, où on le voit. C'est une séquence où il montre son appartement qui se meuble au fur et à mesure qu'il évolue dans l'espace, avec la musique des Dust Brothers qui est extraordinaire. Et en fait, c'est une séquence de narration, donc avec la voix d'Edward Norton, la musique et le mixage sonore de manière harmonieuse. Ça m'a un peu rappelé la voix de Roux dans Euphoria. Tu vois, dans ces scènes de narration. Et du coup, c'est assez addictif, les séquences comme ça. T'as beaucoup de transitions qui sont extraordinaires dans Fight Club. Pour moi, c'est un peu comme Scott Pilgrim, c'est transition le film. Ok. Tu vois, entre les plans, ou la manière dont l'histoire est racontée, quelque chose d'assez addictif pour moi. Ok. Alors, pareil, moi, c'est toujours le twist qui m'a... Qui te... Ouais, qui m'a fait putain. Ouais. Je suis trop con. Ouais, Évidemment. Ouais, c'est vrai que j'aurais jamais fait cette expérience. J'aurais jamais su si moi-même, est-ce que j'aurais pu deviner, tu vois. Alors sinon, on a les effets sonores qui sont assez importants. Hein. Moi, j'ai une fixette effets sonores en ce moment. T'as beaucoup par exemple, t'as des chants religieux lorsqu'il pleure dans les bras de Bob pour la première fois. Tu sais, parce qu'en fait, du coup, le narrateur va devenir addict au groupe de paroles
pour les gens qui souffrent, quoi, donc des gens qui ont des maladies psychiques, somatiques, il va au tuberculeux, il va au cancéreux, il va au testicule cancer, enfin voilà. Et en fait, parce qu'il pleure avec ces gens, et il parle pas, il écoute des histoires horribles toute la soirée, et après il dort comme un bébé. Voilà, c'est sa manière de dealer dans la vie. Et en fait, un jour, il y a une meuf qui arrive, donc qui est jouée par Helena Bonham Carter. David Fincher voulait absolument Helena Bonham Carter pour son aspect Tim Burtonesque. Elle est sous-cotée. Ses costumes sont extraordinaires. Et elle est d'une présence. Enfin, Marla Singer, c'est quand même quelque chose. Elle arrive et elle fait pareil, elle va à tous les groupes. Donc il essaye de la confronter, machin, parce qu'il peut plus pleurer, donc il peut plus dormir. Et finalement, il va rencontrer... le personnage de Tyler à un moment dans son travail où il est jet-lagué de l'extrême. Donc là, on a ce montage très dynamique. You wake up at SeaTac, SFO, LAX, Dallas-Fort Worth, BWI. Bref, voilà, je connais ce film par cœur. Ouais, un petit peu. Putain, j'ai des problèmes. Mais non. Et je me le répétais toute seule dans ma... Ouais. Là, c'est un problème. Mais moi, si je finis en prison ou un truc comme ça, je peux me divertir pendant des heures parce que je peux recréer les films. J'ai besoin de personne. Il a écrit le scénario sur les murs de la prison. C'est pas du tout autistique. Et du coup, il voyage à travers le pays parce qu'il travaille pour une compagnie d'assurance de voitures et il évalue si les accidents étaient de la faute des gens. Enfin, c'est horrible. Et il est en mode, j'ai des single serving friends, j'ai des trucs à usage unique, quoi, parce que tout est à usage unique. Donc il est très dissocié de lui-même à ce moment-là. On va parler un peu psycho, parce que quand même, c'est un film qui parle de troubles dissociatifs de l'identité. Ouais. Donc une forme plus ou moins apparentée à la psychose. Mais en fait, dans cet état d'épuisement psychique, de désorganisation, de perte de repères, et puis il n'a pas d'élan vital, il n'a pas de but dans sa vie, à part consommer du Ikea, il n'a pas d'amis, il n'a pas de proches, il n'a rien. Il est vide. Il est rien, même. Vraiment, et il rencontre Tyler Durden, donc joué par Brad Pitt, donc en plus habillé un peu de manière personnage assez chaotique, hyper provocateur, anarchiste. À l'inverse de Edward Norton. D'Edward Norton qui est très loin de tout ça, et du coup ils vont commencer à, comme tu disais, se battre. Et ce qui est intéressant dans Fight Club, c'est l'idée qu'ils sont engourdis, zombifiés par la société de consommation. C'est quand même un film qui parle de ça bien avant qu'on en ait parlé vraiment, de ces enjeux-là dans le cinéma. Ça a été assez novateur en 1999 d'aborder ces thèmes-là. Et ils sont zombifiés donc par le capitalisme, ils sont séparés d'eux-mêmes. Et le fait de se cogner, de se battre du corps à corps, ça les réveille, ça remet de la pulsion de vie en eux, mais c'est quand même des hommes qui se battent presque à moitié nus dans des caves, quoi. Ça, il y a quand même quelque chose de très homo-érotique dans Fight Club, qui a été notamment beaucoup apprécié par la communauté LGBTQA de l'époque. Il y a notamment une scène où Edward Norton ils sont dans la salle de bain avec Brad Pitt, et Brad Pitt prend un bain, et il se tourne vers lui, et dit « Ouais, je pense pas que les femmes sont dont on ait besoin. » Ah bah ça, tu m'étonnes. Merci David. Ouais, il fallait en profiter, hein. Le mec, il est là comme ça, forcément, il faut montrer ça. Ouais. C'est marrant parce que du coup, dans des podcasts que j'écoutais, il y avait des intervenantes qui avaient une théorie que Marla Singer, c'est aussi une projection de son imaginaire qu'elle n'existe pas. Parce que c'est son double. Elle fait comme lui, donc elle vient refléter son imposture. Et quand il fait la méditation et qu'il va dans la grotte et qu'il trouve son animal totem, d'abord c'est un pingouin et ensuite c'est elle. Ouais, bah ça serait logique et ce serait même peut-être plus encore intéressant que si elle existait vraiment, quoi. C'est-à-dire qu'il a fait l'amour avec lui-même, Tyler et Marla, quoi. Ouais. Oui. Mais sous deux identités différentes. Ça devait être bizarre comme scène, quoi. Ouais, je sais pas, peut-être que... Tu sais, les fantasmes, c'est vrai. C'est un univers très très loin. À qui le dis-tu? Alors du coup, c'est quoi, toi, les scènes qui t'ont le plus marqué dans Fight Club? Les scènes qui m'ont plus marqué... Bah franchement, encore, moi je suis un homme simple, hein, le cliffhanger. Ouais. Le fait que quand il se bat tout seul, là, j'étais en mode, mais ouais, ça m'a... Ouais, c'est très bien mis en scène. Hein. D'ailleurs, le jeu d'acteur de Edward Norton, quand il se bat tout seul... Quand il se bat tout seul, déjà, on le voit déjà, c'est en fait une préparation paiement, dans le bureau de son patron, quand il se pète la gueule à lui-même, pour faire croire que c'est son patron qui lui a pété la gueule. Cette scène est magistrale. Et il a un jeu, d'ailleurs, c'est ce que disait David Fincher dans le commentaire du réalisateur, un peu à la Charlie Chaplin.
C'est très... c'est presque c'est du mime, quoi. Enfin, ça va très loin. Il se jette lui-même sur les murs. Enfin, c'est fou. Mais ce qu'il fait... Non, mais la pièce est ravagée. Il se traîne sur le sol. Enfin, c'est extrêmement violent. Il y a beaucoup de violence dans Fight Club. C'est un film assez gore, avec beaucoup de sang. Et même les scènes de baston, on dirait qu'il... c'est très bien fait. On dirait qu'ils se foutent vraiment sur la gueule, mais pas la petite baston de mecs bourrés en rentrant du bar. C'est vraiment... Tu sais comment ils ont fait pour avoir les effets sonores des coups? Ils ont tapé quelqu'un? Non, ils sont allés donc dans des hangars, abandonnés, des trucs comme ça. Ils ont pendu des trucs de viande et ils ont tapé dedans. Ah oui, ils ont fait une roquille, genre. Ouais. Et ensuite, ils ont, pour les bruits des os qui se brisent, c'est un poulet garni de noix sur lequel on tape. Voilà, tu le sauras. Pourquoi t'as tout un poulet? Bah parce que c'est ça, être bruiteur son, c'est chercher. T'as jamais vu des vidéos de bruiteur son? Bien sûr, les mecs avec les doigts de coco et tout, clac, clac, mais... extraordinaire. Non, c'est un truc de fou, mais le poulet, ça m'étonne. Mais pourquoi tu fais pas ça, toi? Parce que... je te verrais bien taper sur des noix de coco et sur des poulets, bambous comme ça. Sur des poulets avec des noix. Non, je suis pas assez débrouillard, et puis je me prendrais les pieds dans la prise et ça fera plaque à la place de... Donc ça le fera pas, quoi. D'accord. Mais ouais, pourquoi pas. Je suis ouvert à tout. Alors la photo, elle est d'un style plutôt clinquant. Ils ont décidé d'opter pour quelque chose de criard. Donc c'est vrai que les couleurs sont assez saturées. T'as beaucoup de jaune. Dans les scènes où le narrateur se trouve sans Tyler, les tons sont désaturés, fades et réalistes un peu. Et dans les scènes avec Tyler, elles sont décrites par Fincher comme hyper réelles, dans un sens déconstruit du terme, une métaphore visuelle de l'endroit où le narrateur se rend en fait, dans la décrépitude mentale. Parce que du coup, il va habiter avec Tyler, et c'est une maison pourrissante. Ah ouais, c'est dégueulasse. C'est une maison, il squatte en fait dans une maison abandonnée, et voilà, il va y avoir un pourrissement, y compris de leurs personnes, ils commencent à perdre leurs dents. À force de se battre, enfin voilà, c'est parce qu'en fait forcément il est de plus en plus insomniaque, il dort jamais parce que la nuit il est ou même le jour Tyler Durden, donc du coup son corps forcément commence à avoir un impact. Et ça nous est montré aussi à travers cette maison, c'est quand même un mec qui décide de tout plaquer pour aller se faire tabasser des gens partout dans l'Amérique, parce que c'est ça qu'on apprend ensuite, c'est que c'est un mouvement général. En plus après ça devient cette espèce de secte où ils font du terrorisme, clairement. À la fin du film, ils font exploser toutes les banques, je crois, de la ville, un truc comme ça, pour reset les... Mais du coup, il fait peut-être ça tout seul. De quoi? Bah non, mais quand il fait la secte. Non, mais du coup, si la meuf, elle est peut-être une projection de son identité, il fait peut-être tout seul, du coup. Qu'est-ce qu'il ferait tout seul? De tout péter, à la fin. Non, bah, je pense que c'est ce qu'on voit. Je sais pas. Mais il se tire une balle dans la tête, quand même. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Mais c'est bizarre. En fait, c'est vrai que tout peut être hallucination, finalement. Bah, à partir du moment où il se met une balle dans la tête, pour moi, c'est qu'il l'a fantasmé, imaginé. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Pourquoi tu te relèves, frère? Ouais, c'est calme-toi. Ah, mais c'est ce qu'ils disent, hein. Quand il le trouve, il dit putain, this motherfucker. Keep moving, a bullet in his head, he's still standing. Genre vraiment, il y a ce côté un peu, increvable, quoi. Ouais, j'aime pas ce genre de truc. Je comprends. Ça m'énerve. Bon, après Fight Club, il y a eu un roman graphique, il me semble. Il y a eu Fight Club 2, que je n'ai jamais lu. Il y a Fight Club 2 ? Ouais. Pourquoi ils ont fait ça ? Je ne sais pas, mais je sais pas si c'est bien. Si personne n'en a parlé. Non, mais moi, c'est tellement... core Fight Club que je peux pas. C'est un peu comme Matrix, j'ai détesté les suites. Enfin, vraiment de tout mon cœur. C'est clairement moins bien. Donc, du coup, ça m'a fait mal et j'ai pas envie d'être déçue. Mais il faut pas faire ça. Même le créer, c'est bête. Je sais pas si c'est Joel Palahniuk qui l'a fait. Mais qu'importe qui l'ait fait, c'est une connerie. J'irai le voir par curiosité, mais... Est-ce que t'as quelque chose à rajouter sur Fight Club ? Que j'ai pas du tout aimé la fin, par contre. Le fait de l'explosion... Ok. Et la main à la main. Et même si le plan est joli, je trouve ça... On s'en fout, on s'en fout qu'il pète tout. Ouais, ok. Et puis le coup de la balle dans la tête, pareil. Moi, j'ai du mal avec la deuxième partie du film. Il y a un shift pour moi, à partir du moment où il commence à avoir l'accident avec Tyler, et qu'il se fait abandonner par Tyler, et que Tyler ne le voit plus, et il commence à comprendre, à dérouler en fait. Il commence à reprendre toutes les informations, il va dans la chambre de Tyler, il voit tous les billets d'avion, et il commence à remettre les pièces du puzzle. Et c'est vrai que c'est une partie qui est davantage de la déconstruction du récit, et qui te fait descendre. Parce que Fight Club, c'est quand même un high.
Ce qui Ouais. devient de plus en plus... Enfin, ils font des trucs de plus en plus hardcore, quoi. Tu vois, ils tabassent un sénateur dans les chiottes, ils font exploser des trucs, enfin, ça escalade, tu vois, Ouais. vélocement. Et toi, t'aimes pas la redescente? Bah non, c'est le gros crash. Enfin, après, c'est pas que je l'aime pas, parce que j'aime ce film, fondamentalement, et qui est dans mes veines. Mais tu prends Mais moins je de plaisir, préfère hein. la première partie. Ah, moi j'aime bien ça. J'aime bien qu'on te montre un truc et tout de suite après on te dit bah non, frère. Oui, mais j'aime bien aussi ça. Mais après, je pense que c'est parce que je sais que le film va bientôt se terminer et j'ai du mal avec Ah ouais. la séparation. Je dis putain, il va falloir que je le regarde maintenant. J'ai ça avec Inside, où à partir d'un moment où ça commence à être les dernières musiques, je suis en mode non. Tu remets direct à zéro. Non, non, quand même plus. Plus. Je l'ai fait pendant très longtemps. Ah, tu vois, t'es pas dans le faux. Mais ouais. Est-ce que, du coup, on passe à Panic Room? On peut passer à Panic Room. Alors, sorti en 2002, c'est un thriller avec Jodie Foster, Kristen Stewart Bebou qui avait genre 13 ans et qui était déjà extrêmement talentueuse. Ouais, de fou, elle m'a impressionné. Elle était incre. Celui-là, je l'ai vu récemment. Ah, récemment, l'année dernière. Ah bah c'est récent. Donc, je peux mieux en parler. Cool. Entre guillemets. Avec Forest Whitaker et Jared Leto. Le scénario, c'est David Coop qui l'a écrit. Il a travaillé sur Jurassic Park, Mission Impossible et Spider-Man. Donc c'est quand même il pèse dans le game. Ouais, des blockbusters. Le scénario de Panic Room. Alors, c'est quoi l'histoire de Panic Room? Alors, c'est une mère et sa fille qui vont acheter un appartement. Et ils l'achètent, ils vont commencer à emménager. Et un soir, ils commencent à se faire cambrioler par trois compères. Cambrioleur. Bon, il y a Jared Leto, Forest Whitaker. Et l'autre, j'ai pas son nom. Et l'autre, on connaît pas. Il est inconnu au bataillon. Ils sont... Il existe pas. En plus, il est trop bas dans son personnage. I'm Noah. Oui, il est dans un autre monde. Ah ouais, c'est le méchant. Hein. Il est psychopathe. Au début, tu crois que c'est Jared Leto le méchant, en fait, c'est lui. Oui. Et Non, I'm Raoul. Il s'appelle Raoul. C'est ça. Il est trop badant avec ça. Tu sais, il fait Who the fuck are you? C'est avec sa ex-sauce. Putain, avec sa cagoule et tout. Trop badé. Vas-y, je vais chercher son nom, ça se fait pas. Allez, l'acteur est trop bon. Et Vas-y. du coup, il commence à cambrioler et c'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte qu'il y a une safe room. Je sais pas s'ils le savaient à la base. Il le savait. Il y a une préparation paiement, évidemment. C'est David Fincher. Ah donc oui, il y a toute une ouais. préparation paiement de tout ce qu'il y a dedans et comment ça opère et les caméras et c'est ça qui fait du. Et bah du coup, ils se réfugient dans la safe room et les cambrioleurs se rendent compte qu'il y a un truc qui va pas. Et il y a une négociation qui commence à se faire entre Jodie Foster et Stewart qui sont dans la safe room et les trois cambrioleurs. Alors du coup, c'est Dwight Yoakam Raoul. Donc il avait un nom vraiment... Et il a fait quoi d'autre? Alors, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, le mec? Ouais, ça, on peut s'en foutre aussi. Non, bah attends. Oh, il fait bader. Mais c'est parce qu'il fait bader. Ah, c'est un chanteur de country. C'est un chanteur de country. Attends, what? Il y a tous ses albums. T'es sûr que c'est Attends, mais... le même? Bah, Acting. Ce serait... Acting. Ah, Dwight Yoakam filmographie. Il a joué dans pas mal de trucs. Ah, quand même! Ah ouais. Ok. Bon. Bon, rien de marquant de ce que je vois. Ah, Cry Macho, je sais pas, j'ai pas vu. Ah, Logan Lucky. Ah, et à la télé. Non. Bref. Ouais, bon, voilà, On c'est va un chanteur de revenir country sur, qui fait bader dans Panic Room. Ça aurait été trop drôle qu'il fasse la musique. C'est vrai. Du coup, c'est un peu... Voilà, c'est cette mère. Donc, elle vient de divorcer. Le mari l'a quittée pour une femme plus jeune. C'est ce qu'on comprend. Donc, elle a grave le seum et elle est un peu déprimax. Qui emménage avec son ado, haute préparation paiement, asthmatique, non, diabétique. Ouais. Dans cet immense appartement qui doit coûter je sais pas combien, enfin genre c'est indécent. Même pour tourner dedans, je suis sûr que ça coûte une blinde. C'est ça, avec dedans une panic room. C'est quoi une panic room? Bon, c'est un peu comme les bunkers, c'est une salle où si t'es dans la merde, tu peux t'enfermer et personne peut rentrer, quoi. Voilà, c'est ça, c'est impénétrable, c'est un coffre-fort dans la maison. Désolé, j'ai pas les termes. Incroyable. Alors, moi, ce que j'adore dans Panic Room, c'est qu'on a donc là la patte très graphique et technique et visuelle de Fincher. On a ce plan séquence
de présentation de la maison où la caméra fait des choses impossibles. Elle passe dans la anse de la cafetière, très virtuose. Vraiment, c'était les premiers effets un peu plus technologiques de Fincher. Ouais. C'est assez émouvant. Ouais, du coup, comme c'est avant Zodiac, je pensais que Zodiac c'était après. Ah, avant. Ah non, on se dit que c'est après. Putain, trop bien. Et du coup, c'est la relation entre cette mère et cette fille qui s'entendent pas trop. Et en fait, la mère entend dans la nuit... Enfin, en fait, non, elle voit sur les caméras que la maison est en train de se Ah oui, parce qu'elle est blindée de caméras, là, voilà. la maison. Elle passe dans la panic room un peu pour éteindre la lumière. Et là, elle voit sur la caméra qu'il y a les 3 mecs qui sont en train d'entrer. Donc elle chope sa gamine. Donc déjà, cette scène... Le réflexe de fou. Elle est extraordinaire. La scène où elle la réveille, elle la sort du lit, elle lui dit viens avec moi. Enfin, vraiment, c'est l'attente. Et vraiment, ça se joue à pas grand chose. Bon, à 3 secondes, quoi, comme ça. Voilà. Et c'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'elle va évidemment sortir de la pièce, vous vous en doutez, plusieurs fois pendant le film. Ah ouais, ça c'est trop bien. Mais qu'elle soit forcée d'y retourner, c'est banger. Bah ouais, c'est... Oui, qu'elle soit... Enfin voilà. Et donc du coup, jusqu'à la fin, jusqu'à l'acmé, qui est assez folle. Mais parce qu'ils veulent en fait récupérer... Alors, Jared Leto joue un des cambrioleurs insupportable. C'est lui qui donne le tuyau, non? Ouais, c'est lui qui s'est occupé du vieux qui était dans une maison et il sait qu'il y a plusieurs millions de dollars dans la panic room. Voilà. Et du coup, c'est lui qui a organisé le heist. Il a fait venir un mec qui travaille justement dans les coffres-forts, je crois, qui les dit. Oui, c'est ça, oui. Il sait comment ça fonctionne, il a les plans ou une connerie comme ça. Ouais, et qui est joué par... qui est ingénieur, je pense, un truc comme ça, ou technicien, je sais pas. Qui est joué par Forest Whitaker. Et très très bon. Et il y a Raoul. Le chanteur de country. Avec un Raoul, il a un gun. Et un gun, ouais. Du coup, ça va être vraiment un jeu du chat et de la souris. Et surtout qu'en plus, le personnage de Whitaker, il voulait pas le faire, je crois, non? Alors, quand il voit qu'il y a des gens dans la maison, en fait, pour lui, il devait y avoir personne dans la maison. Et il avait accepté de le faire. Et du coup, il est très en colère contre Jared Leto. Ouais, il tombe vraiment dans le je vais le faire, je vais pas le faire, je vais pas le faire. Ce que j'aime dans ce film, alors pour le coup là les personnages féminins on est un peu mieux. Ce que j'aime beaucoup c'est le côté Mama Bear, tu vois, genre elle devient agressive, elle mord. Tu vois, il y a vraiment un moment où au début, enfin tu vois, juste elle subit la situation et en fait eux ils essayent elle est incroyable cette séquence, ils essayent de l'étouffer, donc de mettre du gaz dans la panic room et sa fille en plus elle est diabétique donc c'est chaud, ça sentait, voilà quoi. Et en fait elle les fait cramer. C'est incroyable. À partir du moment où tu touches la gamine, et forcément. Et là elle mord, elle mord bien et elle va les avoir. Elle est trop forte. Et alors de base c'était pas censé être Jodie Foster, c'était censé être Nicole Kidman. Qui devait la jouer, heureusement. Jodie Foster bien meilleure que et c'est intéressant parce que du coup David Fincher disait mais pourquoi c'est mieux toi tu penses? Bah joue mieux Jodie Foster, ouais. 100%. Toi tu trouves qu'elle joue pas bien Nicole Kidman? Bah après je l'ai pas vu dans énormément de choses, mais c'est pas un jeu qui me marque et elle a pas beaucoup de charisme je trouve. C'est vrai? Ah si, je trouve qu'elle a du charisme moi, mais qu'elle a peut-être limite que ça quoi. Tu vois. Ouais, dans les peu de films que j'ai vus, j'arrive même pas de sortir un film là, depuis tard j'essaie de chercher. Moulin Rouge, Australia, j'aime pas moi, c'est Baz Luhrmann donc c'est mort. Eyes Wide Shut. Pas vu, c'est dans ma liste. Ça c'est un classique, faut que je vois. Mais pour moi... Alors que Jodie Foster, elle pue la puissance, ouais. T'es en mode putain. C'est vrai. Elle est badass, elle joue trop bien. Elle parle super bien français. Ouais. Bon, c'est pas un critère pour bien jouer, mais... Mais en plus, elle a commencé dans le cinéma, elle avait genre 12 ans. En plus, elle est dans le business depuis je sais pas combien d'années. Elle a réalisé des trucs. Badass motherfucker. Ouais, franchement. Hein. Même Kristen Stewart, c'est une égale face à Jodie Foster. Mais elle joue très très bien dans le film, ouais. Mais c'est une très bonne actrice, hein. Toute jeune en plus aussi. Ouais, c'est ça. Elle était tombée dedans. De base, il avait casté Nicole Kidman et qu'elle s'est pété le genou, un truc comme ça. Et ensuite, il a casté. Grave. Et ensuite, il a casté Jodie Foster et il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas filmer Nicole Kidman et Jodie Foster pareil. Parce que Nicole Kidman, c'est plus une actrice genre, où elle n'est pas très expressive du visage. Par contre, elle joue beaucoup avec son corps, avec ses bras et tout. Alors que, il disait, Jodie Foster, elle appelle au gros plan. Genre, elle est tellement expressive, cette actrice. C'est vrai. Et elle était enceinte, d'ailleurs, sur le tournage. Ok. Ouais. Elle a fait quand même le tournage, parce qu'il y a des cascades et tout, enfin, voilà, c'est ouf. Ouais, ça bouge bien, hein. Ça bouge bien, et puis elle se fait taper à un moment donné. Oui, sûrement. Parce que je crois qu'elle... Ouais, je crois qu'elle se prend des coups, quoi. Des bonnes tatanes.
En tout cas, voilà, c'est un excellent film. Ouais, et puis c'est un huis clos. Ouais. Le huis clos, c'est un genre tellement bien. On adore. On adore. Est-ce qu'on passe au prochain ? Oui. Alors, Chaud. The Social Network. Ah, c'est un bon film, mais comme je m'en fous de Zuckerberg, Ouais, du coup, t'as pas. ça trop... m'a pas accroché. Mais je vois que c'est beau, c'est joli, c'est bien joué, c'est bien fait. Ok. Mais j'étais en mode, son histoire, je m'en branle quoi. Ouais, ok. Donc je suis en mode, ok, c'est 2 heures où c'est joli. Alors, bon, je vais expliquer pourquoi j'aime Voilà. The Social Network. Désolé. C'est terrible parce que c'est vraiment un monologue. Ah, parce que c'est pas grave, en même temps, moi je prends pas beaucoup de place en général. Oui, c'est vrai. Donc vrai. tu savais à quoi C'est t'attends. vrai que t'es un co-host discret. Ouais, j'ai un peu ça. Je fais de temps en temps une petite blague comme ça. Ouais, mais c'est bien, ça ralentit le rythme parce que moi je suis en train de déblatérer mes trucs techniques, tu vois, et au moins toi tu nous fais. je baisse le Tu nous niveau. fais chier. Et trop pas. C'est juste que moi je suis rigide, obsessionnelle et genre. Bref, donc s'il est sorti en 2010, c'est une sorte de biopic / thriller adapté donc du roman The Accidental Billionaires de Ben Mesrich. Ils ont fait un roman avant. Ouais, justement avec Eduardo Saverin, Ah oui. le cofondeur, Ah oui, qui a oui. été T'en as parlé tout à l'heure. consulté. Le scénario a été repris par Aaron Sorkin. Donc Aaron Sorkin, c'est le scénariste punchy de Hollywood, connu pour la série The Newsroom. Enfin voilà, il est connu pour ses dialogues acérés, c'est assez particulier. Et du coup, c'est avec Jesse Eisenberg qui joue Mark Zuckerberg, Andrew Garfield qui joue Eduardo Saverin, Justin Timberlake c'est Sean Parker, Armie Hammer c'est Cameron et Tyler Winklevoss, il y a un des effets numériques pour qu'il ait l'air de jouer des jumeaux, et Max Minghella qui joue Divian Arandra, d'ailleurs c'est un acteur blanc qui joue une personne indienne. Ah. Et du coup, ça n'est pas bien passé. Ah oui, bah oui, C'est du forcément. whitewashing, voilà. Donc personne de Facebook, comme je disais, n'a participé de quelque manière au film, à part Eduardo Saverin pour l'écriture du livre dont le scénario est adapté. Donc, Alors c'est parce qu'il ne voulait pas ou pas assez Aucune cher, idée. on sait pas. Je ne sais pas. Ah dommage. Alors pourquoi j'aime The Social Network ? Déjà, j'ai parlé de cette scène de dialogue au début du film, qui nous présente tout le personnage de Mark Zuckerberg, qui est assez imbuvable. Ah ouais, c'est un connard. Franchement, Il y a pas... il a aucune adaptation sociale. Enfin, il déblatère ses trucs, il est assez obsédé par lui-même. Moi, c'est le cliché de l'autiste, moi je trouve. Ouais, un petit peu en ouais, mode, sur les bords, en qui plus il est tousse, joué par Eisenberg. Ouais. D'ailleurs, qui a des tocs de base, cet acteur. Et le David Fincher lui a dit ouais, ce serait bien que tu reviennes dans ce mindset-là, de tes tocs. Tu Oh, vois. pas ouf. Oh, pas ouf. À la fin, Eisenberg, il est en mode, ah non, je reviens dans le dos. Après, ça, c'est le méthode acting. Hein. Ils sont connus à Hollywood pour faire des dingueries, genre Austin Butler, là, celui qui a joué Elvis dans le Elvis de Baz Luhrmann. Il a jamais perdu l'accent de Elvis depuis. Sérieux ? Il l'a jamais perdu. Ça, c'est moins trop. grave. Ouais, mais c'est trop. C'est pas n'importe grave. quoi. Ce serait trop marrant. Tu fais un film, tu te mets à parler dans une autre langue, c'est trop stylé. Ouais, j'avoue. Très bien d'ailleurs en Fred Rota dans la deuxième partie de Dune. Voilà, je vous conseille cette performance. Je ne connaissais pas cet acteur et il est vraiment très bien. Bah, il est bon, même dans Elvis, même si pas les couilles aussi, mais lui il était bon. Ouais. Donc du coup, pour revenir à The Social Network, c'est qu'on a le personnage donc, de Mark Zuckerberg qui, en gros, se fait larguer, parce c'est un connard, et qui rentre dans son dortoir universitaire, donc on comprend qu'il est à Harvard, qu'il est surdoué, voilà. Et il commence un peu à bloguer de manière énervée sur son ex, à l'insulter un peu sur Internet, et ensuite il commence du revenge porn. Ouais, un peu, enfin, limite, quoi. Ouais. Et il commence à mettre en compétition toutes les meufs sur un site où genre tu dois choisir à droite ou à gauche laquelle est la plus bonne en volant les photos des albums universitaires. Ouais, vraiment c'est horrible. C'est le connard et par exemple. Il fait cracher. Et donc son meilleur ami qui est joué par Andrew Garfield, Eduardo Saverin, c'est lui qui fait l'algorithme. D'ailleurs c'est une scène iconique où il dessine sur la fenêtre avec un stylo. Enfin, c'est un plan trop beau, tu vois. Et du coup on a cette amitié étrange. Oui, entre Mark Zuckerberg et Eduardo Saverin, parce que Eduardo Saverin c'est vraiment la douceur dans ce film. Oui, c'est ça, il est humain, ouais, c'est ça, il est humble. Il a des codes sociaux quoi. Ouais, il est assez adepte. Enfin voilà, mais même au-delà de ça, il est pas égoïste, tu vois, il essaye quand même de faire les choses bien. Il fait comment pour le convaincre, je me souviens un peu. Juste c'est moi qui te demande donc fais-le de faire l'algorithme. Ouais, il lui dit j'ai besoin là de me remonter le moral, c'est ça qui m'aiderait un peu à passer à autre chose. C'est le bon copain. Il y a un peu un chantage affectif. Ouais, en plus si on devait accumuler. C'est ça. Et du coup, il fait cracher les serveurs de Harvard.
Oui. Et c'est comme ça que les jumeaux Winklevoss, donc les jumeaux qui sont les WASP, donc les riches républicains et qui héritent de... Ceux qui font de l'aviron, là. Voilà, c'est ça, ceux qui font de l'aviron, avec donc celui qui est joué par Max Minghella, se rapprochent de lui, ils lui disent on a une idée de site. Voilà, c'est une idée et on a besoin de quelqu'un pour le réaliser. Et Mark Zuckerberg il fait ouais, ok. Et ensuite il les ignore pendant des semaines et des mois et il sort Facebook. La technique. C'est ça. Alors c'est quand même un film de dialogue. C'est que des scènes de procès. Enfin, vraiment, c'est vraiment très... on est beaucoup assis pendant le film, c'est très il est calme, il se passe pas grand-chose. Mais moi, je suis électrisée par la technicité, encore une fois, la fluidité de quand il nous montre les soirées idéalisées par Mark Zuckerberg, enfin voilà son fantasme qui se fait parce que lui il veut rentrer dans les espèces de fraternités de sectes élitistes de Harvard. D'ailleurs c'est ça dont il parle dans le premier dialogue avec sa copine, il dit ouais I want to get into a finals club. Donc les finals club, voilà, c'est des trucs qui te propulsent après. C'est genre les oméga machin. C'est ça, je sais pas si c'est... Non, je crois que c'est encore au-delà. C'est encore au-dessus. Ouais, c'est encore plus élitiste quoi. Et du coup, il est jaloux parce que Eduardo va être élu pour les Fighters Club et pas lui. Du coup, en fait, est-ce que c'est pour ça que c'est un connard avec lui ? Cacaboudin. Ouais, grave, il est vraiment imbérable. Et du coup, donc, il crée Facebook et les jumeaux Winklevoss le poursuivent en justice avec le personnage de Max Minghella. J'aime beaucoup Max Minghella, j'adore ça. Il est extrêmement beau dans le film. Oui, ça joue avec les cheveux quand ça en parle. Je sais pas de quoi tu veux parler. T'as pas osé le dire, moi je l'aime bien cet acteur. Tu peux le dire, vas-y à fond. Mama is thirsty. Ah bah ouais, t'as bien raison, régale-toi. Il y a des belles images, faut profiter. Ça vaut pas Dev Patel dans Monkey Man, mais on est quand même... Dev Patel, ça me passionne, parce que... T'as pas vu Monkey Man ? Non, pas encore. Mais t'as vu The Green Knight ? Non plus. Je sais à quoi elle ressemble, c'est tout. Et pour moi, c'est pas... Bon, après, je suis pas la cible, quoi. De quoi ? De Dev Patel ? Non, oui, c'est ça. De la beauté de tes patates, je sais pas ce qui m'intéresse. Mais en tant qu'homme hétérosexuel, oui, c'est sûr. Voilà, c'est mieux comme ça, dans ce sens-là. Je suis pas la cible. Non, mais c'est pas quelqu'un que j'aurais... C'est un produit schiste, tu sais. Bah, c'est clairement un produit. Il se met en vente avec son film. Ah ouais, grave. Ah ouais, ça va l'acheter direct, double prix. Ah ouais. J'ai très hâte de revoir. Bref, on va changer de sujet parce qu'on va revenir sur des jeux vidéo. Donc du coup, ensuite, ensuite, il rencontre le personnage de Sean Parker, joué par Justin Timberlake. Quand même improbable, ce personnage. C'est vrai qu'il joue aussi, celui-là. Mais c'est pas trop mal, hein. Ça va. C'est pas trop mal, hein. Il est pas dégueu. Ouais. Même dans Repo Man, je crois que c'est dans ça qu'il a joué. Je sais pas, je me suis pas passionnée pour la carrière de... Et comme par hasard, j'en ai vu un Max autre. Minghella. Et Timeless aussi, il était pas mal. De quoi ? Timeless. Ah non, j'ai pas du tout aimé... Bon, les films étaient moyens, mais il joue pas mal. Oui, ça va, il se débrouille. Ouais. Donc Sean Parker commence à séduire très fort Mark Zuckerberg. Hein, on sent qu'il prend la place un peu de meilleur pote, super excitant. Enfin vraiment, Mark Zuckerberg est attiré par ce jeune génie... indépendant, un connard comme lui en fait. Quoi. Bah ouais. Et du coup il abandonne Eduardo et ensuite alors j'ai plus exactement tous les enjeux en tête de voilà pourquoi est-ce que Eduardo poursuit Mark Zuckerberg dans le film parce que ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse c'est les relations entre les personnages et la psychologie des personnages et le déroulement, la mise en scène de ce drame en fait, c'est très théâtral, c'est vraiment, vraiment la scène de l'aviron où ils sont en train de, avec la musique, c'est con que j'ai pas la ref. De la musique. Mais tu vois, c'est un truc de classique, enfin, c'est incroyable, et ils perdent la course, enfin bref, c'est... Tu te rappelles comment elle est filmée cette scène dans le film? Je me souviens d'après, moi, quand ils perdent. Oui, au moment où ils perdent. Alors, déjà, t'as l'impression qu'il y a énormément d'images par seconde. C'est très riche. T'as des gros plans sur les. Comment ça s'appelle Les pales. Les mecs qui font de l'aviron. Les avironneurs. Les avironnés. Comment
Comment on appelle ça là? Je sais pas, Bon, les mecs là qui. de... Ça s'appelle comment ce geste là? de ramer. Ramer, les rameurs. D'accord. Ah, les rameurs, Voilà. oui. Les mecs qui rament, on a des gros plans sur leur Ah bah, c'est pas gueule. nous qui ramons. Ouais, wouh. Petit jeu de mots comme ça. Ouais. C'est gratuit. Merci. Vous pouvez... Non mais je prends. Tu peux couper ce moment. Tu peux couper ce moment. Trop pas. Et du coup, voilà, c'est une scène qui est pour le coup hyper dynamique, hyper fluide. Oui. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup. Et voilà, on voit vraiment. Il y a aussi le scénario de Aaron Sorkin qui est assez fou. Les dialogues sont ciselés. Et là, tu vois, la rigidité de la Fincher, le fait d'avoir fait énormément de scènes avec des acteurs comme Jesse Eisenberg, tu vois, qui sont toqués du bulbe. Pourquoi c'est allé jusqu'à 99? Parce qu'à mon avis, Jesse Eisenberg, il était aussi à fond que David Fincher, tu vois. Enfin, voilà. Oh mon dieu. Voilà. Les deux dans la même pièce, ça doit être intense. Bon, les personnages féminins dans The Social Network, on n'est pas ouf. Ah ouais, bon, on est Hein. vraiment pas bien du tout. Même. On n'est pas bien du tout. On a vraiment la Parce qu'ils copine. la respectent du coup, pas du tout en plus. Ouais. Même le personnage. Donc là, t'es... Ouais, il y a une avocate vaguement à un moment, mais qui est jouée par Rashida Jones, qu'on a vu dans Parks and Rec, donc bon, mais forcément, je la repère direct. T'as des choses à rajouter sur The Social Network? Qu'il est détestable, j'espère. Et... Ah, est-ce qu'on sait comment il a réagi, Zuckerberg? Je sais pas. Ah oui, apparemment, il aurait emmené tous les gens de Facebook voir le film, un truc comme ça. Sérieux? Ouais, mais je sais pas si c'est une légende urbaine. C'est vraiment. J'ai pas mes sources. Qui sont battent les couilles en mode regardez, c'est moi. Ouais, je suis un gros en plus. Regardez, c'est comme ça que je suis devenu riche. Ouais, grave. C'est trop ça. C'était même pas mon idée. Ah, il fait tellement peur. Ok, fils de. Ouais. Merde. De noix de coco. Ouais. Voilà. C'est parce qu'il faut une insulte pas sexiste du coup. Bah ouais. C'est raté. Bref, on va passer à God Girl. C'est du stress à fond, tout le long. Ouais. Archi bien joué. C'est brillant. C'est que de l'amour. J'adore ce film. Ouais, moi aussi. Je l'aime énormément. Il est sorti en 2015 et il est basé sur les apparences de Gillian Flynn. Donc avec Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, Carrie Coon et Kim Dickens. Donc la figure de la tueuse froide et calculatrice dans ce film, Ouais. qu'on découvre seulement en deuxième partie du film. C'est-à-dire qu'il y a un moment rupture de ton. Ouais. Et c'est la revanche poussée à son extrême. Donc Dans la psychopathie. Ouais. Alors pas la psychopathie parce qu'elle est pas impulsive et il me semble que c'est un des critères. Ah oui, Morgane elle m'avait psychopathie. expliqué la différence en plus. Pardon Morgane. Non, c'était un truc sur les petits pédestres, on en avait parlé, de Amy Dunn et de Gone Girl. Et du coup, c'était son collègue, c'est Nicolas. Ah oui, qui avait fait le. C'est pas de la... Du coup, elle avait fait un post spécial. Correction. Peut-être tu connais mieux ma. Ton podcast que toi. Ouais. Grave. Je suis peut-être plus sur Instagram que toi. Non, Non, je pense pas. Je suis H24 dessus. Avec les D'accord. Girls. je comprends. Donc du coup, Gone Girl, c'est quoi l'histoire? Alors c'est un couple qui bat de l'aile, qui est même vers la fin, la femme disparaît. Et une fois qu'elle a disparu, Ben Affleck il se dit putain il faudrait peut-être la retrouver quoi. Et il se met à la chercher et on découvre de plus en plus de choses et que ça s'est pas passé forcément comme on pense. C'est pas est-ce que c'est un enlèvement, est-ce que c'est barré, est-ce que Il y machin. a des choses étranges qui se passent. Voilà. Alors du coup, donc oui, c'est vrai qu'on rentre dans le point de vue du personnage de Ben Affleck. Oui. Donc le mari, Nick Dunn, où il a un bar avec sa sœur dont il est propriétaire, qui l'accompagne et il lui dit c'est le jour de mon anniversaire de mariage. Tu sens, voilà, dans ce dialogue déjà, ça se passe pas bien dans le mariage. Pas du tout, non. Voilà, il se prend un whisky à 9h du mat, quoi. Et il rentre chez lui. Et elle a disparu, donc je sais plus s'il appelle les flics tout de suite. Non, je crois qu'il baise l'autre avant. Non, mais non, ça c'est bien après. C'est bien après. C'est bien après Ah, qu'on merde. découvre qu'il avait une maîtresse. Il y a aussi en parallèle la Treasure Hunt, donc la chasse au trésor que Amy organise chaque année pour trouver des cadeaux. Donc en parallèle, on a l'enquête de qu'est-ce qui s'est passé autour de la disparition de Amy, parce qu'il y a des détails sur la scène de crime qui sont, je sais pas, bizarres. c'est Et lui, bizarre. il est chelou, Nick. Bien sûr On que sait pas si on l'aime bien, il est un peu antipathique, c'est un peu bizarre. Par contre, sa sœur, elle a l'air super cool, pour le coup. Elle est jouée par Carrie Coon. Et en fait, ça escalade toute la première partie, parce qu'en fait, Nick Dunn, bien sûr, commence à être suspecté du voilà. kidnapping, du meurtre, on sait pas trop. Et en parallèle, il y a ces scènes de rencontres de leur relation amoureuse.
Ouais, on a où du début c'est jusqu'à- le début, et c'est on est déjà dans le journal de Amy à ce moment-là. Je crois que c'est déjà la narration. C'est elle qui raconte la rencontre. Ouais, c'est son journal. De toute façon, dès qu'il y a une voix off de Amy, c'est dans son journal. Il y Et a que elle qui a une voix off. Ouais, unreliable narrator. Et du coup, bah oui, parce que. Et donc, du coup, on les voit leur rencontre, donc c'est une soirée, ils se parlent, ils s'attirent immédiatement, ils sont tous les deux witty, sarcastiques, voilà, edgy, tout ça, ils couchent ensemble, c'est super, ils se marient, ils se moquent des autres couples, en mode haha, regardez tous et tout, ils se détestent, nous on s'aime trop, enfin voilà, c'est idyllique, tu vois, c'est peut-être un peu trop. Et dans l'histoire de Amy, ses parents ont écrit un livre qui s'appelle Amazing, enfin une série de BD qui s'appelle Amazing Amy, où à chaque fois qu'elle échouait à quelque chose, Amazing Amy, elle excellait. Donc elle a essayé de faire du violon, elle n'a pas réussi, et il sort un livre Amazing Amy das Violin, enfin voilà, donc elle est aussi une figure un peu connue, tu vois, par ça. Et ils se marient, et ça commence à dégringoler parce qu'il y a une crise économique, etc. Et on commence un peu à percevoir qu'il y a des abus physiques et psychologiques à travers la voix de Amy, qui dit qu'elle a peur de son mari, qu'elle pense qu'il va peut-être la tuer, etc. Donc on est vraiment... On a ça que par le... Il nous montre pas ça, juste elle nous en parle. Si elle montre la scène où elle a peur, This man may truly kill me. Enfin vraiment on voit la scène où elle se couche, elle regarde la porte effrayée, et on voit les scènes d'abus. On voit quand il fracasse contre le mur, ou je sais plus où il la jette des escaliers, enfin on voit les scènes de violence. Ok. Ah bah du coup, le doute est plus permis à ce moment-là, qu'on le voit. Bah oui, on se dit que du coup il était violent avec elle. Ah ouais. Parce que moi j'ai douté jusqu'à la fin, donc ça me paraît bizarre que... Et c'est là que justement le journal intime entre en scène, parce que du coup à ce moment-là on a une coupure, tout en ayant aussi cette cette place au trésor d'anniversaire où c'est bizarre aussi, enfin, on sent que quelque part elle se joue un peu de lui, et lui il commence déjà à se dire qu'il y a quelque chose qui va pas vraiment. On est en train de se dire c'est elle qui manipule. Voilà. Ouais. Et là on a rupture, et elle dit je pense que j'ai jamais été aussi heureuse depuis que je suis morte. Et là on a le monologue de Amy Et oui, c'est la révélation qu'elle a encore en vie. Si. Oui, voilà, c'est là parce où qu'on la voit. Et on la voit, et elle dit pour faire un bon meurtre, il faut de la discipline. Ah oui, c'est vrai. Et en fait, elle commence à regarder des true crimes à fond, elle commence à voler de la pisse à des gens. Enfin, vraiment, elle est voilà. Et elle dit, elle est écrivain de base, lui aussi. Et elle dit, ouais, il pensait qu'il était écrivain, t'inquiète, je vais écrire une petite histoire. Et en fait, elle écrit son journal, et en fait, on voit que c'était pas une narratrice qui et on voit qu'elle a orchestré, donc on la voit se pomper du sang, you have to bleed, enfin vraiment c'est... Et elle a prévu de se jeter avec une pierre, de se suicider quoi, pour se venger. Parce que cet homme l'a ramené, ils étaient à New York, ils s'étaient branchés, il l'a ramené au fin fond des États-Unis, il l'a abandonné, et pour finir il l'a trompé. C'est là qu'on apprend qu'il l'a trompé avec son étudiante, connard. Quel fils de chien. Voilà. Du coup. Et du coup, on a un peu ce truc de est-ce qu'il le mérite ou pas? Bah oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que les deux sont pas clean. Donc Ben Affleck parce que c'est un connard de base, et elle, Rosamund Pike. Amy Dunn. Et qui devient un personnage limite, voire dangereux. Ah bah complètement, là c'est là qu'on voit qui est fort dans le couple et qui domine quoi. Oui, c'est ça qui est intéressant aussi. Et c'est là qu'on voit aussi dans le film qu'elle en est pas à son premier coup, parce qu'elle a déjà coincé des ex à elle, les faire incriminer pour des faux viols, qu'elle a accusé, elle est complètement folle. Et en fait il lui arrive une carabistouille, parce qu'elle est pas si prudente que ça. Une carabistouille Ouais, elle perd tout son argent. Et elle suit en plus à distance la ruine de Nick parce qu'il est en train de se faire défoncer par les médias parce qu'il fait n'importe quoi. Enfin, il prend des selfies et tout. Enfin, ça n'a aucun sens. Il sourit. Enfin, c'est horrible. À l'enterrement, il n'y a pas un truc à l'enterrement. Non, c'est pas à l'enterrement, mais c'est quand ils font le truc de. On recherche Amy et tout. Les parents ils chialent et lui il sourit. Enfin, c'est trop bizarre. Et il est vraiment bon, Ben Affleck, dans ce rôle. C'est vraiment un rôle pour lui, je trouve. Parce qu'il a cette fadeur, ce côté insipide. Bah, il fait un peu passif, mec en galère, quoi. Grave. Il fait un peu mec en galère. Et en plus, il avait l'air d'être en galère à ce moment-là aussi. Dans sa vie. Ouais. Enfin, des mèmes que t'as vus sur internet.
Oui, de quand Ben il- Affleck qui fume. Quand il qui fume. Ouais, et tout, t'es en ça mode, j'utilise ok. souvent ça. Tu fais ok, Je frère. vois très bien cette Ouais, émotion. t'es vraiment en galère. Et en mode Je viens de sentir. Ouais, petite incartade même. Du coup, elle lui arrive une carabistouille et elle se tourne vers un de ses précédents copains. Donc Ben Affleck est allé à la rencontre des autres un peu pour essayer de voir est-ce que je suis le seul à avoir subi ça quoi. Et donc il en trouve un qui lui dit non t'es pas le seul et il en trouve un qui est hyper froid et distant avec lui donc qui est joué par Neil Patrick Harris donc voilà qui est pas du tout intéressé par ça. Et elle se retrouve, elle l'appelle parce qu'elle est complètement démunie et en fait elle se retrouve prisonnière. Et il est vraiment badant. Oui, c'est vrai qu'il est un psychopathe Il la met dans la maison et il lui dit voilà, tout est Je me filmé, souvenais pas pourquoi ça finissait comme ça entre eux, mais oui, ça y est. Effectivement, c'était un taré aussi. Et il lui dit ouais, mais bon, voilà, puis tu vas te tendre les cheveux, tu vas perdre du poids, et puis tu vas me faire à manger, et Oui. tu vas. En fait, c'est horrible. Ah oui, il l'enferme et puis il lui offre plein de choses. Et puis il l'a fait chanter quelque part. Quoi. Ah oui, largement. Parce Il fait que- oui, si tu suis pas ce que je te dis. Ah, il est terrifiant, il est vraiment terrifiant. Et donc, du coup, elle va faire ce qu'il faut pour s'en sortir. Quoi. Ouais, putain, et puis ça, c'est bien dégueu. Moi, j'adore ce personnage de Amy Dunn. Ah ouais, Je la trop trouve. bien écrit. Et puis elle est interprétée. Ah ouais. Le monologue de Cool Girl. Pour le coup, je vais en parler beaucoup plus de Gone Girl dans un épisode sur la rage féminine dans les thrillers où vraiment j'ai écrit beaucoup. Donc là, je reste soft. Mais, Tu te retiens ouais, Ça va, t'as pas les mains qui tremblent. Non, ça va, je suis tranquille. Mais ouais, ce monologue est extraordinaire. Sur voilà, la condition des femmes, où en fait on essaye de se faire passer, de s'adapter aux hommes. Donc en gros, voilà, je bouffe de la pizza surgelée avec lui, mais je reste hyper mince. Oui. Je fais genre que j'aime les films de Adam Sandler, je m'épile la chatte. Voilà, en gros, c'est un peu la prison du couple, tu vois, hétérosexuel, bien sûr, ouais. normé. On attend de moi que je fasse un gosse. Ouais, tu voilà, vas faire semblant à tout prix pour être dans les. c'est ça, mais en creux fait de la tu comprends qu'ils ont joué un rôle tous les deux pour se séduire. C'était pas vraiment un rapport si authentique que ça, mais qu'en même temps ils se sont trouvés parce que c'est un connard autant qu'elle. Et d'ailleurs elle lui dit I'm the cunt you married. Vraiment genre tu suis celle que tu mérites en fait, tu m'as épousée maintenant c'est fini. Et vraiment le pauvre à la fin c'est glaçant. C'est brillant. Ça commence comme ça finit. Ça c'est génial. Et puis pour le coup là on retrouve vraiment, pour moi c'est l'article de Fincher, tu retrouves le suspense, l'intrigue complexe, les couleurs froides, le unreliable character, le truc des mouvements de la caméra aussi, enfin, c'est très présent. Le twist du nul. Voilà, c'est du grand Fincher et pour moi c'est un des meilleurs. Ah moi j'hésite avec Seven mais c'est le meilleur. Mais ouais, de toute façon les tous je peux les revoir en boucle. Mais notamment le monologue de Cool Girl, je peux le revoir tout en boucle. Enfin vraiment c'est trop bien, il est trop bien ce monologue. C'est trop bien écrit. Trop bien. Mais du coup voilà, bah écoute on a fini. Sérieux ? Bah à moins qu'on parle des personnages féminins du coup dans Gone Girl, parce que pour le coup c'est le film où ça va un peu bien. On a Amy Dunn donc c'est quoi, c'est une sociopathe du coup ? Je sais Ouais, pas. en tout cas c'est quelqu'un qui va pas très bien. Je suis pas assez spécialisée dans les. Voilà. C'est vrai que je relige le message de Morgane parce qu'elle me l'explique Le clairement. Bah, Mo, on a besoin de toi. Ouais. Et du coup, t'as le personnage de la sœur, Margot, qui est plutôt chaleureuse, empathique et très démunie parce qu'elle voit que son frère est un connard fini. Elle lui dit mais putain, mais c'est vraiment dur de te soutenir en fait. Enfin, tu sais, ils sont jumeaux, du coup ils ont ce lien très très fort. Et ils ont tous les deux le bar, non ? Ouais, c'est ça. Ouais. Ils ont acheté le bar ensemble et elle est assez touchante. Pour le coup, l'actrice, il y a quelque chose. Moi, pour le coup, je me sens assez proche de ce personnage. Et il y a le personnage aussi de la flic qui est extraordinaire. Qui comprend tout, elle comprend tout. Et en fait, c'est un duo de flics avec un grand qui a l'air, qui se fait un peu benet sur le banc, mais qui est sympa, quoi. Et les deux, c'est un peu duo comique, tu sais, ils font des blagues et tout. Et elle comprend tout. Et C'est la tête. D'ailleurs, elle s'allie à Nick parce qu'à un moment, il comprend, donc il fait appel à un avocat. Ouais. Qui est joué par Tyler Perry, d'ailleurs, un personnage ultra charismatique, génialissime. Et parce que du coup, il va faire des interviews et tout pour essayer de la réappâter pour qu'elle revienne, tu vois, parce qu'il a J'ai compris. oublié tout ce délire. Et la flic se lie avec eux, à la fin, vraiment, elle est en mode putain,
c'est chaud, c'est vraiment Ah une... oui, elle sait à Elle la est fin, dangereuse. il lui dit... Et puis elle essaye, enfin tu sais du coup le FBI et la CIA forcément sont, enfin pas le FBI mais en tout cas il y a une entité comme ça qui s'en est mêlée, pardon. Il n'y a Oh là pas là. de preuves assez... Et concrètes. oui, non mais c'est surtout que c'est la honte. C'est surtout que voilà, c'est genre Trop c'est honte de quoi. bah, pour la police de pas l'avoir retrouvé, tu vois. Enfin, Ah, le fait que ce soit quelqu'un qui ouais, revienne... ils leur font comprendre en gros ouais, vous avez mal fait votre travail et voilà. Et puis elle est en victime, elle est adorée par toute l'Amérique, elle est célèbre. Donc elle est Elle a trop bien intouchable. joué, quoi. Ouais, ça aussi c'est trop bien. Le fait qu'il revienne et qu'elle est sous le feu des projecteurs. Ouais, et après elle dit je suis enceinte. J'adore, ouais, vraiment, C'est tellement bien. c'est magistral. Elle a vraiment tout prévu de A à Z. Qu'elle arrive à berner tout le monde et qu'il lui mette à l'envers. Non, c'est trop fort. Ah C'est mais beaucoup trop il est incroyable le film. Ouais, faut que je revoie. Eh bien écoutez, mes chers amis, merci d'avoir écouté. Eh ben, Merci à toi d'être venu, d'avoir Merci. participé. Merci. Avec Merci plaisir d'être de venu m'avoir parler invité. de David Fincher avec moi. C'était Oui. trop bien. J'espère que ça t'a plu. Bien sûr, j'ai Et tu adoré. reviendras pour un autre épisode. Oui. À bientôt. Bisous.